Écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pause philo qui pour moi est particulière. Vous vous en doutez bien parce que d'abord, ce soir, je peux entrer en conversation avec un philosophe, alors que d'habitude, nous croisons les disciplines. Donc c'est vrai que c'est intéressant de parler philosophie entre philosophes. Je mets des guillemets pour moi parce qu'il y a une deuxième chose pour laquelle je suis ravie également, c'est de recevoir Jean-François Mattei, qui était mon professeur à l'université à Nice. Et j'ai suivi ses enseignements pendant plusieurs années, il faut quand même le dire, et avec beaucoup d'intérêt, et c'est émouvant pour moi bien sûr de me retrouver aujourd'hui non seulement dans la situation de celle qui va dialoguer avec son professeur et qui va prendre encore, vous êtes toujours mon professeur, je vais recevoir encore une leçon ce soir, je le sais bien, mais en même temps c'est un plaisir immense parce que c'est vrai que ça me donne la possibilité aujourd'hui de converser avec vous sur un autre registre. Je suis plus en train de vous regarder en notant et en essayant de restituer peut-être parfois très maladroitement dans mes copies l'ensemble de vos enseignements, et aujourd'hui je peux me permettre de vous interroger, entre guillemets, d'inverser un peu les rôles, notamment sur vos ouvrages. Donc merci beaucoup d'avoir accepté ce dialogue avec moi, et autour bien sûr de la question de la pensée et du temps. La pensée et le temps, pourquoi avoir choisi cette thématique? D'abord parce que vos ouvrages tournent autour de cette question, et puis surtout parce que le titre de votre ouvrage sur l'énigme de la pensée déjà interpelle, hein, énigme de la pensée, et c'est vrai que vous écrivez avec beaucoup de poésie lorsque vous écrivez, donc c'est intéressant parce que c'est pas que de la philosophie pure, et la première phrase est sublime. Vous dites de la pensée: sa naissance est énigmatique, aucun de nous ne sait à quel moment la pensée s'éveille en lui et déploie en silence ses propres lacets. Et je crois que rien que cette formule-là nécessitait la première question. Cette pensée qui est intime, qui est avec nous, nous l'avons de manière immanente dès que nous naissons. Pourquoi, d'après vous, elle vous paraît si énigmatique à définir? Il faut toujours philosopher ou agir en fonction de ses propres choix ou de ce que l'on est soi-même. Quand je me suis mis devant ma table de travail et devant une feuille de papier blanc, ce vierge papier que sa blancheur défend, comme dit le poète, je me suis dit, on m'avait demandé d'écrire cet ouvrage sur la pensée, et donc je n'avais même pas le titre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la première phrase m'est venue directement. Paul Valéry disait d'un poème que la première phrase nous a été donnée par les dieux. Donc c'est tout bénéfice, c'est tout gratuit. Mais dès la seconde phrase, vous devez travailler votre papier ou votre clavier si vous êtes musicien ou autre. Et donc là, ça m'est venu naturellement, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand j'étais devant la feuille blanche, je n'avais pas d'idée préconçue, je ne savais pas où j'allais aller. C'est ce qu'on appelle la recherche en philosophie ou en médecine ou en sciences ou en telle ou telle discipline. Et spontanément, il m'est venue l'idée que la pensée était une énigme, puisque l'on ne sait pas d'où elle vient, comment elle vient et où elle va nous conduire, comme une sorte de cheminement. C'est là que j'ai retrouvé par la suite Heidegger, qui dans un texte qui s'appelle « Le chemin de campagne » ou « Le chemin de pensée » fait remarquer qu'un chemin de pensée dans le temps, donc c'est là qu'on va retrouver la thèse ou l'idée de notre ami, est la même chose qu'un chemin de campagne, qui lui est dans l'espace. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant cet ouvrage et en ayant d'autres activités, intellectuelles ou professionnelles, que d'autres auteurs que Heidegger ou que Paul Valéry, que je viens de citer, Rousseau par exemple dans Les rêveries du promeneur solitaire, spontanément identifier le chemin de pensée à un chemin, à une marche. On pourrait même remonter à Aristote avec le péripatétisme, puisque vous savez qu'Aristote enseignait en se promenant tout autour du jardin du lycée où il donnait ses cours. Et donc il y a une sorte de déploiement dans l'espace comme de déploiement dans le temps. La différence fondamentale, c'est que l'espace se voit. Par exemple, je vois en ce moment l'espace de la librairie Charlemagne et je vois les auditeurs qui sont devant moi. Je me vois à la limite même moi-même, mieux si j'étais devant une glace. Et donc l'espace me renvoie à moi-même. Le temps, pas du tout. Le temps m'arrache à moi-même à tout moment. Hein, le temps, autant, suspend ton vol, et vous heure propice, etc. Et c'est là que je pense que vous avez eu une très bonne idée de lier les deux concepts, le concept de la pensée et le concept du temps, non seulement parce que la pensée s'écoule dans le temps comme un ruisseau ou comme une rivière, ou comme un chemin, pour garder la métaphore spatiale,
Mais en plus, la pensée est aussi invisible que le temps. L'espace se voit, est visible. Nous voyons là ces rayonnages de livres, politique, actualité, politique mondiale, sociologie. Donc immédiatement, l'espace me donne le monde. Le temps, au contraire, se retranche du monde et se retranche de lui-même. C'est-à-dire que le temps est un invisible. Je ne peux pas percevoir le temps. Je peux le ressentir par le rythme, par la danse, par la parole elle-même rythmée, comme un poème qui a un mètre, c'est-à-dire qu'il y a une mesure, mais je ne peux pas saisir la temporalité à l'état pur. Je ne peux pas voir le temps, je ne peux même pas l'entendre. Ce que j'entends, c'est le rythme temporel. Un rythme à 3 temps, un rythme à 4 temps, comme en musique, ou à 6/8, un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, le temps est aussi invisible que la pensée. Et donc là, c'est un point de jonction par rapport au thème que vous supposez, que vous avez choisi d'ailleurs vous-même et que j'ai suivi d'autant plus volontiers qu'il m'intéresse. Le temps est un invisible qui néanmoins est présent. Comme la pensée est un invisible, essayez de descendre en vous-même pour saisir votre pensée. Non seulement elle vous échappe, comme le fait remarquer aussi Paul Valéry dans un texte fameux, pensée aussitôt saisie, elle m'échappe, et d'elle-même, un peu comme un chat qui vous filerait entre les doigts, ou un chien, elle va où elle veut aller. Alors évidemment, vous pouvez discipliner votre pensée et lui imposer des normes. C'est ce qu'on appelle une méthode. Vous voyez Descartes, c'est-à-dire essayer de donner des instances temporelles à votre pensée. Dans une première partie, je vais être un peu scolaire, je vais penser que, dans une deuxième partie, je vais penser que, donc cette deuxième partie viendra après. Donc j'essaie de rythmer ma dissertation ou mon texte ou mon étude de telle manière que je vais essayer de fixer des limites, un peu comme dans l'espace. Avant d'aller de Toulon à Marseille, je passerai par La Ciotat, je passerai par Cassis, je passerai par Aubagne. Mais ça, dans l'espace, ce sont des relais. Quels sont les relais temporels? C'est plus difficile, et c'est pour cela qu'il est toujours difficile de scander une partition en musique ou de scander un texte en littérature. Alors justement, puisque vous évoquez ce rapport au temps, on va rentrer directement dans cette question. Vous dites qu'il faut scander, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Si on ouvrait un cerveau en deux, on ne verrait pas la pensée en acte, d'où l'aspect énigmatique, mais en même temps, nous sommes dans une proximité permanente, puisque vous l'avez cité d'ailleurs dans votre ouvrage, vous faites ce lien à Platon qui dit que c'est le discours que je me tiens à moi-même, cette pensée qui résonne finalement en moi. Oui, parce que la première définition de la pensée, en grec noésis, que l'on est, en tout cas dans la culture occidentale, il n'y a pas tellement de textes avant, chez Homère, dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. De temps en temps, on voit Ulysse ou Agamemnon qui pense ento diaphragmo, dans le diaphragme, c'est-à-dire dans la poitrine. Parce qu'à l'époque d'Homère, quand on pense dans sa poitrine, c'est-à-dire avec votre cœur. Ce n'est qu'à l'époque de Platon et de la médecine hippocratique qu'on a commencé à penser avec sa tête. C'est-à-dire qu'on a situé la pensée dans la tête. Ce qui montre bien d'ailleurs que la pensée était difficilement situable spatialement, puisqu'on ne savait pas si elle se situait dans le ventre, si elle se situait dans le cœur, ento diaphragmo, dans le diaphragme, disons dans la poitrine, pour traduire de façon moins médicale, ou dans la tête. Et quand vous lisez Platon dans le Tête-Tête, à 2 ou 3 reprises d'ailleurs dans d'autres dialogues, il reprend à peu près la même définition, il dit que la pensée est le dialogue intérieur et silencieux, j'ai dit tout à l'heure invisible, maintenant c'est silencieux, de l'âme avec elle-même. Autrement dit, ce qui fait l'énigme de la pensée, c'est que quand je pense, je suis deux. C'est ce que Hannah Arendt appelle le deux en un. Vous savez qu'Hannah Arendt n'est pas simplement une penseuse, c'est affreux, un penseur politique, élève par ailleurs et disciple de Heidegger, mais aussi un penseur philosophique. Elle a des analyses, elle a toute une série d'ouvrages sur la pensée, dans laquelle elle fait remarquer que quand je pense, il y a une sorte de fracture en moi, de gap, dit-elle en américain, qui fait que je suis sur les deux rives. Il y a celui qui parle ou qui questionne et celui qui répond ou qui interroge ou qui conteste. Donc il y a deux en un. Même au niveau le plus élémentaire, je suis venu de Marseille pour venir à la librairie Charlemagne de Toulon, je
Je me suis posé la question de savoir si j'allais passer par l'autoroute ou si j'allais passer par le bord de la mer. Ce serait un peu difficile de passer par Cassis et par La Ciotat. Mais à tout moment, je peux m'interroger en moi-même en me divisant de... Qu'est-ce que, d'ailleurs, très souvent, nous disons tu à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Et non pas simplement qu'est-ce que je vais faire. Donc il y a un découplage je-tu, je-moi, qui fait que la pensée est vraiment un deux en un dédoublement qui a été très bien vu par Platon. Encore une fois, la pensée est le dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même. Donc l'âme a cette capacité énigmatique de se dédoubler. Pourquoi énigmatique? Parce que je ne sais pas comment ça se fait. Je me crois un, défini par mon unité de nom, Mattei, ou de mon prénom, Jean-François, ou de ma situation matrimoniale, ma situation professionnelle. Donc je suis un citoyen, et pourtant ce citoyen ou cet homme, quand il réfléchit en lui-même, s'aperçoit qu'il est double. Et je ne parle pas simplement de la dualité du bien et du mal, du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Il y a aussi cette dualité bien-mal, ou cette dualité, celui qui croit au ciel, celui qui n'y croit pas. Donc je peux avoir aussi une conversion, le diable est le bon Dieu, comme chez Sartre, et donc me convertir à la religion, ou au contraire au contraire de m'arracher à la religion, perdre la religion, comme l'a perdu Nietzsche, pourtant fils de pasteur, etc. Donc il y a des dédoublements politiques possibles, je passe de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite, des dédoublements éthiques possibles, je passe du mal au bien ou du bien au mal, mais le dédoublement qui m'intéresse le plus, c'est le dédoublement non seulement psychologique, entre je et moi, entre je et tu, mais le dédoublement ontologique, comme disent les philosophes, c'est-à-dire qui touche mon être même. Est-ce que mon être même est vraiment une unité pleine et entière, ou bien est-ce que c'est un accord? Pour qu'il y ait un accord en musique, il faut qu'il y ait au moins 3 notes. Do, mi, sol, pour prendre un accord parfait dans la gamme de Do. Alors, est-ce qu'il y a un troisième homme en moi? Est-ce qu'il y a une trinité en moi? Et je ne suis pas loin de le croire. La grande idée de la pensée chrétienne, c'est d'avoir pensé que le monde et Dieu lui-même étaient 3 en 1. Pas simplement 2 en 1, comme dit Hannah Arendt, mais 3 en 1. On y reviendra tout à l'heure.